On a en gros les trois blocs, les trois grandes familles. Et alors après, ce qui est intéressant, enfin après, ça c'est ma thèse, c'est que quelle que soit la reconfiguration à un moment donné en 2022 ou 2017 des partis politiques, il faut toujours qu'ils fassent avec ces trois grandes familles. C'est-à-dire, en fait, peu importe l'étiquette du parti politique, il n'y en a pas une quatrième. Alors, Pourquoi elle est votée cette année? bah écoute, bonne question, parce que contrairement aux autres campagnes présidentielles, j'ai l'impression que là, ça décolle pas du tout. À la télé, ça prend pas, personne s'intéresse. On a l'impression qu'on va aller voter, on sait même pas encore pour qui, pourquoi. Donc moi, je te cache pas que ça m'arrange pas énormément, parce que ça fait déjà plusieurs mois que ma conférence en ligne est prête et que j'ai travaillé dessus. Et je me rends compte que je m'étais dit, bon, bah, je vais la vendre à ce moment-là. Les élections présidentielles, normalement, c'est le moment où tout le monde s'intéresse à la politique, même ceux qui s'y intéressent pas. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est là que je vais réussir à la vendre. En réalité, ça va pas se passer comme ça. Donc, écoute, on va essayer quand même, hein. On va faire le taf. Et de toute façon, elle est prête. Elle est prête. Il y a plus de 2 heures d'écoute qui vous attendent. Et on va essayer de voir ensemble comment faire pour vous convaincre. Peut-être pas d'aller voter, mais au moins de suivre la conférence. Pour ceux qui ne le savent pas, quel est le sujet de ta conférence? Alors, le sujet de ma conférence, donc ma conférence s'intitule On ne choisit pas sa famille politique. Je l'annonce, je le dis, ma thèse, c'est que en réalité, derrière l'apparence de réflexion personnelle, on a souvent, de façon inconsciente, des mécanismes de vote qui en réalité trahissent notre milieu social, mais plus que notre milieu social, la manière qu'on a de gagner notre revenu. Et c'est là où on va développer ensuite, mais c'est là le plus important. Et donc à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre qu'en réalité chaque parti politique avait ce qu'on appelle une boutique, c'est-à-dire en gros, ils représentent une partie seulement des électeurs et ils le savent. Et, et s'ils veulent être élus, en plus il faut qu'ils fassent du marchandage avec d'autres tenants d'autres boutiques pour avoir plus de 50%, parce que si tu restes que dans tes idées à toi, avec ta boutique à toi, tu fais jamais 50%. Donc après, il faut s'associer avec d'autres, donc tu dois renier sur tes idées de départ, donc tu dois un peu, pas trahir, mais tu dois un peu laisser de côté le cœur de ta boutique d'origine. Et quand j'ai compris qu'en fait, voilà, c'était que finalement, chaque élection trahissait uniquement des intérêts particuliers, et non pas une vision d'ensemble de la société, ça m'intéressait plus. Et à partir de là, je m'y suis beaucoup moins intéressé. Mais je gardais quand même dans cette idée de faire cette conférence en ligne que je vais vous présenter, que vous pouvez déjà aller voir sur Zist Édition, et que je vais vous présenter un peu plus. Concernant ta conférence, on peut la trouver où? Ah, tu vas acheter ma conférence du coup? Ouais. Mais je crois qu'elle est gratuite. Alors, dépêche-toi parce que, bon, je vais pas faire le coup du marketing, mais elle est. Alors, déjà, bon, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve sur Zist Édition. Donc là, qu'est-ce que Zist Édition? Je vais retirer 2 minutes ma casquette de conférencier pour celle d'éditeur. Donc Zist Édition est une maison d'édition en ligne qui vend des produits numériques. Vous la trouvez sur zistedition.fr. Alors, pas n'importe quel type de produit numérique. Nous, ce qu'on cherche à éditer et ce qu'on veut mettre en avant, ce sont des personnes qui ont résolument choisi de ne pas suivre le style de vie habituel et classique, l'autoroute que tout le monde va prendre avec les péages, etc., mais plutôt de faire du hors-piste. Tous ceux qui tentent d'autres façons de vivre et qui auraient besoin de faire la promotion de cette autre façon de vivre. Alors, que ce soit mettre en avant un style de vie différent, que ce soit dans le domaine de la pensée, bon là personnellement moi ce que j'essaye de faire c'est dans le domaine de la pensée, que ce soit dans le domaine culturel, artistique et artisanal, tous ceux qui ne supportent, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas faits pour le modèle dominant et qui veulent tenter de vivre autrement, de vivre de façon alternative. Euh, voilà, c'est à tous ces gens-là qu'on s'adresse. On essaye de les mettre en réseau, de les relier, et que les uns et les autres puissent être connus et s'échanger ce qu'ils produisent. Donc on s'y attelle. Et dans ce cadre-là, la conférence en ligne est disponible, qui s'appelle donc On ne choisit pas sa famille politique. Donc vous pouvez vous rendre sur le site zistedition.fr. Dès que la conférence est en ligne, les premiers qui iront la télécharger, ce sera gratuit. Alors, je ne sais pas combien de temps ce sera gratuit. Euh, donc profitez-en, quelques semaines quand même a priori. Mais ce ne sera pas toujours gratuit. Donc, juste téléchargement classique. Voilà, tout sera détaillé. Il y a juste se connecter. Tout est en description au bas de la vidéo. D'accord. Mais pourquoi t'as
aborder la politique? Pourquoi ce sujet-là? Oui, Pourquoi ce sujet casse-gueule? ouais. Pourquoi je me lance là-dedans alors que j'aurais mieux fait de pas le faire? En réalité, la politique au sens des partis politiques, ça m'a jamais vraiment intéressé. La tambouille politique, savoir si je vote pour un tel ou pour un tel, ça n'a jamais été trop mon truc. Par contre, j'ai moi à la base une formation de philosophie euh, universitaire, diplômé. J'ai le diplôme qui doit être quelque part là, dans un tiroir, je sais pas où, mais je l'ai. Et une formation de juriste. Donc à la fois le côté pratique sociale de l'organisation sociale telle qu'elle est, et à la fois le côté les grandes idées politiques, mais pas que politiques, d'ailleurs les idées philosophiques. Bon. Sauf que ça c'était passionnant, ça m'a passionné pendant toute ma jeunesse, il n'y avait pas de problème, mais à mon avis il y a juste un problème, c'est qu'il faut il faut manger, hein, et se passionner pour Platon, Aristote, Socrate, tout ça, bon bah ça nourrit pas, enfin en tous les cas, il aurait fallu sinon que je devienne professeur, mais c'était pas ce que je voulais. Et j'ai commencé à m'intéresser au journalisme, au départ pour financer mes études. Et puis petit à petit, le financement de mes études est devenu plus intéressant que les études elles-mêmes finalement. Et donc j'ai commencé à chercher une place dans la presse. Simplement, je voulais pas être dans la presse que j'appelle moi endoctrinée, enfin, c'est-à-dire dans la presse vraiment d'idées, d'opinions, où tu es là pour servir une opinion déjà qui est préétablie dans tel journal. Et quoi qu'on en dise, à peu près tous les journaux au niveau national, les grands journaux, ont quand même des idées derrière. Des idées, enfin ils ont quelque chose à vendre quand même. Et donc je me suis plus tourné vers la presse régionale, et je suis devenu journaliste localier. Et je me rappelle encore de la première lettre de motivation que j'ai faite pour obtenir le poste, et qui spécifiait bien que je voulais m'intéresser à la vie des gens, au plus près des gens, de ce qui se passe dans leur rue, de ce qui se passe dans leur vie, et justement pas être dans un décalage parisien ou dans un élitisme qui ne correspond pas à à la vie des gens. Donc je suis devenu localier, journaliste localier. Donc journaliste localier, ça consiste à avoir une zone géographique dans laquelle tu dois rendre compte de l'actualité, etc. Et dans ce cadre-là, j'ai suivi la campagne présidentielle de 2017. Et ça a été très intéressant parce que là, pour la première fois, j'ai pu vraiment me rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Et justement, de sortir un peu de mes grandes idées que j'avais développées en fac philo. Enfin, le mec qui sort de philo, ça y est, il voit les idées, il flotte, quoi, tu vois, il est au-dessus du sol comme ça. Et là, je rentrais dans des choses vraiment concrètes avec les vrais gens. Donc tu fais un marché, tu suis, par exemple, j'ai fait un reportage, et je me rappelle de cette anecdote, ça m'a vraiment marqué. Tu suis comment dirais-je, un militant d'un des candidats, et tu vois la réaction des gens. Au début, à peu près comme tous les journalistes, je pense, tu flippes un peu quand tu suis les militants un peu extrêmes, un peu radicaux, parce que tu dis, bon, il va se passer des trucs et tout. Et là, en 2017, alors j'étais sur une zone, on va dire, sur une ville moyenne, on va dire, et qui a beaucoup été gilet jaune aussi par la suite. Et donc là, on est encore en 2017, hein, il n'y a pas eu encore l'épisode des gilets jaunes, ça viendra en 2018, un an après. Mais là où j'étais surpris, c'est que je devais faire le reportage donc d'un militant de Macron. Donc tu te dis, je vais suivre le militant de Macron, bon, a priori ça va bien se passer, quoi, c'est pas violent, quoi. Et on arrive sur le marché de cette petite ville, et qui en fait, il y avait déjà un peu les aspects des gilets jaunes, mais on le savait pas. Et j'arrive sur ce truc, et je suis le gars, et le gars, c'est pas fait lyncher, ce serait peut-être un peu trop fort, mais il a été accueilli, mais il fallait voir d'une façon. C'est-à-dire que à la fois les gens qui étaient sur le marché pour faire leurs courses lui disaient mais partez d'ici, vous n'avez rien à faire ici, jamais on votera pour vous, et à la fois les marchands du marché, eux, on sentait dans leur regard, il y avait un truc vraiment qu'on sentait qui était de la peur de Macron. Ils avaient peur, en fait, on sentait qu'ils avaient peur de perdre encore plus socialement s'il était élu. Autre chose que je dois quand même préciser, c'est que dans cette époque-là, j'étais un petit peu plus jeune, donc forcément, c'était 2017, et c'était une époque où j'avais une vraie vie nocturne parisienne, qui en gros c'était 2 ou 3 fois par semaine, vie nocturne parisienne. Je suis motard, donc je faisais des allers-retours entre ma zone de travail et les nuits parisiennes, et à cette époque-là, j'étais encore peut-être un peu naïf, mais je fréquentais les classes parisiennes, et je me rendais compte du décalage en fait qu'il y avait entre les gens que je voyais, que je viens de vous raconter là, que je viens de te dire sur le marché, et le genre de personnes que je croisais et les idées politiques qu'ils avaient à Paris. Et puis à force de faire ces allers-retours, moto, etc., puis à force ça travaillait, et je finissais par me dire, mais c'est marrant, on a l'impression que finalement,
les idées des gens sont presque liées à l'endroit où ils habitent. Mais c'était très intuitif, hein, c'était pas des grandes idées, hein, c'était juste à me dire, tiens, c'est curieux, ils pensent tous à peu près la même chose dans le 5e arrondissement de Paris, et ils pensent tous à peu près la même chose sur le marché de la ville que je dois couvrir pour mon journal dans une grande couronne parisienne, on va dire début de province. Et à partir de là, ça a commencé à me faire réfléchir. Et c'est de là que naît ma réflexion sur ma conférence. Dans ta conférence, tu définis 3 grandes familles. Ouais. Pourquoi pas 4, 10, 27 enfin... Ouais. Ou pourquoi pas autant de familles que de partis politiques, par exemple, de formations politiques. On pourrait dire chaque parti politique est une formation politique. Très bonne question. Alors pourquoi 3 familles politiques? Alors c'est là où on va rentrer dans le dur. D'où ça vient? Déjà, il faut se poser la question de savoir que fait l'électeur quand il va aux urnes. Spontanément, et je le pensais, et je pense que tout le monde le pense, enfin en tout cas une grande partie des gens, on pense que quand on va voter et qu'on choisit un candidat, c'est parce que justement on s'est posé au moins 5 minutes. Hein. Alors à part pour ceux qui décident d'aller voter en fonction de la couleur de la cravate, parce qu'il a bien parlé, bon je parle pas de cela, mais celui qui un minimum veut voter en conscience, bon il se pose 5 minutes, il réfléchit, il se dit voilà je regarde le programme, je regarde les discours, je réfléchis par rapport à la situation que je connais réelle du pays, et en fonction d'une réflexion personnelle et individuelle, je vais déposer mon bulletin de vote dans l'urne. Tant et si bien que d'ailleurs, c'est le principe même, quand on y réfléchit, de la démocratie. C'est-à-dire que pourquoi on vote dans un isoloir? Parce que justement, on est seul. C'est un raisonnement seul et un choix seul. Et c'est le fondement même de la démocratie qui abolit les privilèges. C'est le principe de une voix égale un vote. Parce que si il y a des votes qui comptent plus que les autres, il n'y a plus d'égalité, il n'y a plus de démocratie. Et s'il y a des paquets d'électeurs qui votent en fonction d'intérêts de société, d'intérêts propres en tant que groupe d'électeurs dans une catégorie sociale donnée, par définition, celui qui est exclu de cette catégorie, c'est pareil, lui, il est tout seul face à un groupe. Donc il n'y a plus d'égalité, donc il n'y a plus de démocratie. Donc le principe vraiment de un électeur égale un votant, et tous les votes se valent, c'est un des principes fondamentaux. Donc spontanément, on pense que quand on va voter, c'est le fruit d'une réflexion personnelle, et vraiment, comment dirais-je, on ne peut pas percer le secret de l'électeur, puisque c'est son raisonnement. Et pourtant, comme ce que je viens de vous dire, j'avais pressenti, avec mon métier, que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Alors pourquoi 3 grandes familles et sur quoi ça repose? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'a pas aucun électeur individuel a un accès à la société tout entière. Il a toujours un vécu social limité, par définition. Et pourtant, il doit se prononcer sur le bien de toute une société quand il va voter. Pas seulement pour son bien propre, mais il doit se poser la question de savoir, puisque les discours politiques portent sur la société tout entière, pas sur le bien d'un électeur ou d'un autre. Donc il doit aller voter avec une vision qu'il a de la société tout entière, alors qu'en réalité, il ne possède par définition qu'un vécu partiel de la société. Et ben, ma thèse, et celle sur laquelle je m'appuie, c'est de bien montrer que ce vécu partiel s'appuie principalement, alors ça je le démontre dans la conférence, je peux pas là en 2 minutes faire toute la démonstration, mais il faut bien comprendre que ça s'appuie principalement sur un vécu social plus fort que les autres, qui est celui de l'activité rémunérée. Pourquoi? Parce que l'activité rémunérée, c'est celle qui nous permet de survivre en tant qu'individu. Donc c'est celle qui nous relie le plus à la société, parce que sans elle, il n'y a plus de vie possible. Sans l'activité rémunérée, on ne va plus voter, on ne vit plus. Et en plus, à l'inverse, si cette activité est rémunérée, c'est parce que la société reconnaît qu'on contribue à la société, puisqu'elle nous rémunère pour ça. Donc finalement, le lien social le plus fort qu'a un individu, un électeur, avec la société tout entière, ce qui le rattache le plus à la société tout entière, c'est la façon qu'il a de gagner sa vie. Quand on va voter, quand un électeur va voter, qu'est-ce qu'il veut en réalité? Chaque électeur, quel que soit son bulletin de vote, hein, encore une fois, moi je ne prends pas parti pour tel ou tel, j'essaie juste de comprendre le processus du vote. Quand on va voter, qu'est-ce qu'on veut in fine, pourquoi on le fait? On le fait évidemment parce qu'on veut que la société aille vers un mieux politique. On considère que la société telle qu'elle est, dans sa vision propre, peut aller vers le mieux, et c'est pour ça qu'on va voter. On va voter pour quelqu'un qui, a priori, par son discours et son engagement,
va nous apporter un mieux politique par rapport à la situation actuelle, réelle, sociale, ressentie. Alors, à partir de ce principe, il y a deux notions importantes. Il y a, d'un côté, la situation réelle dans laquelle on est, la société telle qu'elle est perçue par les lecteurs, et de l'autre côté, il y a le mieux qu'on voudrait voir venir, ce qu'on voudrait voir arriver dans la société, mais qui n'existe pas encore, et c'est pour ça qu'on va mettre son bulletin dans l'urne. Alors pourquoi trois grandes familles politiques? Parce qu'en fonction de cet écart qui existe entre la situation réelle, sociale, perçue par l'électeur, et celui pour qui il va voter le mieux politique qu'il espère, en fonction de la taille de cet écart, ça fait trois familles politiques. Pourquoi? La première, on va commencer par le plus extrême, ceux qui se retrouvent dans la situation où la situation actuelle politique est la plus éloignée de ce qu'ils voudraient. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation sociale qui non seulement fait qu'ils ne gagnent rien socialement, ils sont dans des difficultés sociales souvent extrêmes, et même la situation politique telle qu'elle est, la société telle qu'elle fonctionne, les fait souffrir. Donc eux, évidemment, quand on est dans cette situation, quand on va voter, on espère un changement radical. C'est-à-dire on espère l'écart entre la société et ce qu'on veut est énorme, parce que on veut tout changer presque, puisqu'il n'y a rien qui va pour nous, il y a à peu près rien qui va. Donc ça, c'est la première famille politique que j'appelle la famille révolutionnaire, parce qu'elle veut, elle est plutôt tentée par les discours de type on va casser la baraque, on va tout changer, et même si c'est une aventure, c'est-à-dire que le résultat est incertain, vu les conditions dans lesquelles ces gens-là vivent et ce qu'ils perçoivent, ils préfèrent encore tenter une aventure que de rester dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Ça, c'est la première famille révolutionnaire. Maintenant, on va prendre celle qui est le plus éloignée de cette première famille, celle dont l'écart est le plus réduit. C'est-à-dire celle où quasiment il n'y a pas grand-chose à changer. C'est-à-dire on va voter parce que bien sûr, il faut quand même quelques petites réformes, c'est jamais parfait, mais fondamentalement, ça peut continuer comme ça, c'est bien pour nous. Il ne faut pas trop que ça bouge. Donc quand cet écart est très réduit, j'ai appelé ça la famille libérale ou conservatrice, comme on veut. Et donc ce type de lecteur, lui, ne perçoit pas, comment dirais-je, ne perçoit pas même une possibilité de critique. Et ça, c'est important à comprendre. Il ne perçoit pas une possibilité de critique des règles sociales telles qu'elles sont. Alors comment c'est possible ça? Bon, je l'explique dans ma conférence, mais comme je suis lancé, je vais vous le dire quand même. Ce qui est très important de comprendre dans cette famille politique-là, c'est qu'il faut être né dedans. C'est-à-dire que si on n'est pas né dedans, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir intégré les règles sociales telles qu'elles sont au plus intime de soi-même. C'est-à-dire qu'il faut que sa famille, l'éducation de sa famille et de son milieu, correspondent avec la marche du monde dans la société dans laquelle on est. Ce qui fait que dès qu'on est enfant, on intériorise ces règles, on les met en application, et ce qui est génial, c'est que plus on les met en application, plus on évolue, plus on a du gain social, et donc on ne peut pas les remettre en cause, parce qu'on n'a jamais eu de moment, contrairement à la famille révolutionnaire qu'on vient de voir, qui, elle, a une distance critique avec la société, puisqu'elle en souffre. Celui qui a toujours été dedans, et en plus qui voit sa situation s'améliorer au fur et à mesure de sa vie depuis sa naissance jusqu'à sa retraite, il ne peut pas avoir de distance critique vis-à-vis de ses règles sociales, ou alors à la marge, c'est-à-dire sur certaines réformes, parce qu'évidemment, rien n'est parfait, on peut améliorer le système, mais il ne faut pas le changer. On peut l'améliorer, mais pas le changer. Et dans ce genre de famille, on entend souvent le système dans lequel on se trouve est le meilleur à l'exception de tous les autres, et le pire, pardon, à l'exception de tous les autres. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en philosophie un point d'aveugle dans cette famille. C'est-à-dire que pour eux, les règles sociales sont tellement intériorisées qu'elles sont presque naturelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer. Et alors, pourquoi du coup aller voter? Si la société fonctionne bien, pourquoi aller voter? Les seules fois où les membres de cette famille peuvent quand même se rendre compte qu'il y a un problème, c'est quand quelqu'un s'est plié aux règles et n'a pas obtenu ce qu'il aurait dû obtenir. Et dans ces cas-là, c'est pas les règles qui sont remises en cause, c'est pas la société, la structure de la société telle qu'elle est qui est remise en cause, c'est l'application des règles. C'est-à-dire, il y a eu un problème dans l'application, les règles sont bonnes, mais il y a eu un problème dans l'application, et donc il faut une réforme pour améliorer le système, enfin voilà, on entend bien cette logique-là. Et donc ça, c'est la famille conservatrice, libérale, donc celle dont l'écart est le plus réduit entre la société telle qu'elle est et celle qu'ils veulent conserver en réalité. Dernière famille, la troisième, qui elle est dans une situation intermédiaire, alors
pas intermédiaire au sens où elle serait à équidistance entre la première et la deuxième sur l'échelle de la différence entre la situation réelle et le mieux politique, mais parce qu'elle est hybride. Enfin, pourquoi hybride? Parce qu'elle emprunte aux deux premières familles. Vous allez vite comprendre, c'est la situation de celui qui est né comme le révolutionnaire, c'est-à-dire il est né dans des conditions sociales qui sont défavorables, et donc dans son milieu et lui-même, il a une certaine critique et défiance envers les règles sociales. Mais son parcours individuel dans sa vie, que ce soit par ses études, des rencontres, bref, sa vie a fait que il s'en est entre guillemets sorti. C'est-à-dire qu'il a quitté cette situation de départ et il est rentré dans le cénacle de la deuxième famille, qui est donc la famille libérale et conservatrice. Et alors le problème, c'est que c'est vraiment une situation hybride, parce que lui, il n'est pas né dans la famille, dans la deuxième famille. Je vous rappelle que pour être vraiment membre de la famille libérale et conservatrice, il faut absolument être né dans ces conditions, sinon ça ne fonctionne pas. Lui, il n'est pas né dans ces conditions. Donc il a la possibilité de critiquer le fonctionnement de la société, puisqu'il se souvient que quand il était enfant, plus jeune, c'était pas bon pour lui, c'était pas bon pour sa famille. Donc il garde une distance critique, mais en même temps, il peut pas scier la branche sur laquelle il est assis depuis, et il peut pas renoncer à ce qui a fait sa réussite dans la société. Donc lui, il est vraiment dans une situation très particulière, parce que les deux autres familles qu'on vient de voir avant, finalement, ces deux autres familles, c'était soit elles sont à fond pour, en gros pour résumer, soit elles sont à fond pour la société telle qu'elle est, soit elles sont à fond contre, mais il n'y avait pas de tiraillement interne. Lui, il est tiraillé, le membre de cette troisième famille. C'est-à-dire qu'il veut conserver ce qu'il a acquis, mais il n'oublie pas d'où il vient. On peut vraiment parler d'un transfuge de classe. Alors comment il fait pour résoudre cette tension? C'est ce qui va faire typiquement cette troisième famille politique d'électeurs, que j'ai appelée socialiste ou réformiste. Alors socialiste, il faut bien comprendre dans quel sens, c'est-à-dire pas dans le sens du parti socialiste, mais dans le sens de ceux qui sont pour la réforme et non pour la révolution, c'est-à-dire en fait dans le sens de, traditionnellement, ce qui distingue les communistes des socialistes. C'est-à-dire en fait les communistes, en fait ils sont d'accord sur le fond de toute façon, mais les communistes, eux, sont pour la révolution et l'abolition de la société telle qu'elle est pour en faire une autre, tandis que les socialistes, historiquement, considèrent qu'on peut rejoindre la société, le parlementarisme tel qu'il est constitué, et on peut le changer de l'intérieur par des réformes. Donc c'est ça sa solution aux membres de cette troisième famille. C'est qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est des réformes, pas des petites réformettes comme les conservateurs, des vraies réformes qui vont permettre à ceux qui ne sont pas encore arrivés au statut où lui il est, d'accéder à ce mieux dans lequel il s'est trouvé. En gros, il n'oublie pas ceux qu'il a laissés sur le bord de la route, qui faisaient partie de son milieu il y a encore quelques années, et lui, il va militer pour que par la réforme, de plus en plus de gens accèdent à ce que lui a connu en ayant une réussite sociale. Donc voilà, on a en gros les trois blocs, les trois grandes familles, et alors après ce qui est intéressant, enfin après ça c'est ma thèse, c'est que quelle que soit la reconfiguration à un moment donné en 2022 ou 2017 des partis politiques, il faut toujours qu'ils fassent avec ces trois grandes familles. C'est-à-dire, en fait, peu importe l'étiquette du parti politique, il n'y en a pas une quatrième. Alors, certains d'entre vous, s'ils sont forts en logique, vont peut-être me dire, mais t'auras pas oublié une quatrième famille, parce que là, tu nous as parlé d'une troisième famille hybride, où le gars, en gros, il part d'une situation sociale difficile, et il arrive à une situation sociale confortable. Du coup, l'inverse, ça existe aussi, non? Il n'y a pas des gens qui partent d'une situation confortable, et qui finissent dans leur vie dans une situation difficile. Dans ce cas-là, ce serait une quatrième famille politique. En réalité, non. Pourquoi? Parce que celui qui est né dans une situation confortable, comme on l'a vu, il a intériorisé les règles sociales. Et si dans sa vie, il a une descente, une baisse, il ne va pas remettre en cause les règles, il va penser que c'est un échec personnel. Il n'a toujours pas la capacité de remettre en cause les règles sociales. Il va penser que c'est lui qui n'est pas à la hauteur des règles qui étaient bonnes pour lui au début. Et donc, il va plutôt ressentir ça comme un échec personnel, mais ça ne constituera pas chez lui un motif politique pour un vote ou pour une adhésion à un mouvement. Ça constituera peut-être plutôt un motif de dépression. Mais d'ailleurs, si on analyse, il a tort. Parce que si justement il écoutait, et c'est là où c'est un petit peu quand même dommage que finalement ces trois grandes familles politiques se fassent la guerre à chaque nouvelle élection. Parce que si les uns et les autres s'écoutaient
Si le conservateur écoutait les révolutionnaires, il saurait qu'on peut critiquer une partie des règles sociales telles qu'elles sont. Et si tout le monde s'écoutait, on pourrait peut-être trouver un terrain d'entente, mais chaque nouvelle élection veut que ce soit la guerre entre les trois grandes familles qui se répartissent les postes en fonction du jeu électoral tel qu'il se déroule à chaque nouvelle élection. Et donc pour conclure, effectivement on se rend bien compte que quand on va voter, certes on a l'impression qu'on raisonne, que notre vote est le fruit d'un raisonnement individuel. En réalité, on appartient à l'une des trois grandes familles, et quand on va voter, c'est le reflet de notre appartenance à l'une de ces trois grandes familles. Je savais que j'arrivais pas à le faire celle-là, parce que c'est tellement tout le monde le fait. Attends, je la refais. Je savais que t'allais réagir, je le sentais. Je sentais que t'allais faire un putain ça y en y est, mettez un pouce bleu et tout le bordel. Activer la cloche. Activer la cloche. Non vas-y, on refait. Ce sera peut-être pas coupé au montage ça.